Ok, alors aujourd'hui j'avais envie de vous raconter comment est-ce que je fais mon bilan et mon prévisionnel généralement autour de décembre, décembre-janvier, mais souvent je refais un point aux vacances de l'été et en vrai j'ai l'impression que c'est utile à faire à partir du moment où on commence à se mettre à procrastiner ou à pas arriver à taffer parce qu'en gros j'ai l'impression que ça veut dire que l'endroit où tu as envie d'aller il est pas clair et du coup c'est un moment où il faut se replonger un peu dans les bases pour pouvoir tracer. J'ai l'impression que j'ai mis aussi en place plein de techniques pour éviter de m'éparpiller et arriver à trouver un peu de satisfaction à certains moments parce que j'ai l'impression que moi je suis tout le temps en mode j'ai pas fait assez dans un truc d'insatisfaction permanente de moi-même et du coup j'ai l'impression que ça me permet je sais pas, de prendre et le temps de voir ce que j'ai fait et d'être sûre de moi par rapport à là où je vais. Et j'ai l'impression que toutes ces techniques, enfin je vous ai parlé un peu ces derniers temps que j'avais eu un focus dans ma vie sur pourquoi est-ce que je suis stressée 100% du temps. Mais en même temps, et du coup, j'ai cherché plein de techniques sur comment être moins stressée et tout, et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de trucs que j'avais mis en place petit à petit de manière assez spontanée dans ma vie pour canaliser un peu mon stress. Et du coup, j'ai l'impression que voilà, ces techniques, elles m'aident en fait, à poser un cadre de travail, et j'ai l'impression que ça me tranquillise de ouf. En fait, je me rends compte que j'ai besoin de faire un mini insert parce que je viens à peu près de finir de monter cette vidéo et je sors aussi du visionnage d'un film qui s'appelle Set It Off et c'est l'histoire de braqueuse et je sais pas, à un moment il y a un personnage qui demande à l'autre personnage comment elle se projette dans 5 ans. Et je sais pas, il y a un truc ultra violent dans le fait de demander, je sais pas, à des personnes avec des niveaux de privilèges différents, de demander de se projeter. Et je sais pas, j'ai pas du tout envie que ça devienne un... Enfin, je me pose la question de est-ce que forcément ça devient une espèce d'injonction euh, à se projeter, à avoir des objectifs, à réussir, nani nana, d'expliquer comment on s'organise. Et du coup, je me permets quand même de faire un mini, je sais pas, c'est un trigger warning ou quoi, mais évidemment, fixer ses objectifs et tout, ça solutionne pas du tout quoi que ce soit. Franchement, en fait, à la limite, juste ça apaise un peu un quotidien, mais vraiment pas plus que ça. Je vous laisse retrouver la vidéo comme je l'avais montée de base et prenez ça avec des pincettes et tout, mais franchement vous êtes grand, vous saurez faire le tri avec ce qui vous correspond ou pas. Bisous. Vous avez juste besoin d'un carnet ou d'un document Word pour le faire. Après, j'aime bien faire un petit tableau et j'ai un peu des chiffres clés que je peux comparer d'une année sur l'autre pour faire un peu un suivi, mais je vais revenir sur ça. Est-ce qu'il faut faire un mini truc de présentation? Donc moi c'est Robin Chien, vous pouvez me retrouver sur Instagram à robinchien.pro et en ce moment je suis un peu en train de redélimiter ce que je fais sur internet, mais ce matin je me suis dit qu'en fait j'étais un peu votre collègue en permanence à la pause café pour vous donner des petits conseils, vous écouter quand ça va pas. Avec une petite casquette déléguée syndicale, vous verrez, j'en parlerai peut-être dans les vidéos. Mais sinon, je suis aussi artiste. Je fais des films, de la performance et je raconte tout ça sur Instagram et ailleurs. Voilà pour cette intro.
Donc, on va organiser cette vidéo en 2 parties. Il va y avoir une première partie, ça va être comment je fais mon bilan, et une deuxième partie, comment je fais mon prévisionnel. Bon, j'ai pris des petites notes, donc je vais regarder mon carnet. Peut-être que ça sera pas ultra fluide, j'ai pas encore de prompteur. J'aimerais trop avoir un prompteur, mais ça sera pour la suite. Première partie, le bilan. En vrai, je démarre toujours pour me lancer, en faisant un petit exercice qui m'a été transmis par Louise du Club Cinématrix et que du coup j'ai intégré à mon bilan parce que en gros au début c'était un truc ultra basique et chaque année je le complète parce que j'écoute des podcasts, je lis des ressources, je regarde des vidéos YouTube et du coup je l'étoffe et franchement cette année j'ai grave poussé, limite j'ai pris 1 semaine pour faire mon bilan, ce qui n'est pas du tout nécessaire, franchement ça peut être juste une après-midi vite fait, mais j'avoue moi j'aime bien étaler ça dans le temps parce que j'ai l'impression que c'est grave un moment de réflexion, à des moments je me dis des trucs, puis je repense la nuit et le lendemain je suis en mode ah oui en fait ça m'allait pas, nani nana. Bon, je reviens au petit exercice introductif qui m'a été donné par Louise, c'est l'exercice rose épine bourgeon. En gros pour l'année, là on va prendre pour l'année 2024, je me pose la question de qu'est-ce que c'était la rose de mon année, qu'est-ce que c'était l'épine, donc le truc un peu galère, et le bourgeon c'est qu'est-ce que je sens qui va germer l'année prochaine. Par exemple, moi j'ai mis en rose exposition à 13, franchement c'était grave le highlight de mon année. Épine, le fait de ne pas avoir de festival avec mon film Eva El Merkaba. Et mon bourgeon, j'ai mis devenir influenceuse en coopérative. On reviendra sur ce sujet, mais j'aime bien ces petits mots. J'imagine que cette première vidéo, c'est un peu cette vibe. Une fois que j'ai fait cet exercice de rose épine bourgeon, je passe à une deuxième partie que j'avoue je la fais pour le pro et pour le perso, mais là aujourd'hui on va voir que le pro parce qu'on est au travail. Donc en gros, je commence par... j'ai un document avec catégorie pro et divisé par activité, personne, engagement. Et pour chaque catégorie, je vais mettre mes coups de cœur et mes déceptions. Donc activité, par exemple faire une exposition à 13, ça revient, faire de la performance, nanana. Voilà, je liste et je mets mes déceptions. L'idée c'est de prendre le temps de voir quelles sont les choses potentiellement les personnes avec qui ça vous a pas trop plu de travailler, avec qui ça vous a stressé ou avec qui je sais pas, c'est pas les cadres de travail que vous avez envie, ça n'a rien à voir avec les personnes peuvent être de très bonnes personnes, juste ça pas matcher avec vous, votre manière de travailler. Et pareil, dernière catégorie, engagement. Par exemple, coup de cœur, moi j'ai mis que j'avais aimé participer au groupe de structuration du SNAP. J'ai mis aussi dans mes coups de cœur le fait que j'avais réussi à renoncer à certains engagements parce que clairement j'étais submergée. Voilà, et en déception, pareil, je décris les choses qui ne m'ont pas trop plu. Ensuite, je passe à une partie plus bilan économique. Et là, d'ailleurs, c'est un peu la partie que je retrouve ou que je compare vraiment d'une année sur l'autre. Et d'ailleurs, là, je vais préciser, généralement, quand je fais mon bilan, sur un écran, j'ai mon bilan de l'année passée et le nouveau bilan que je remplis au fur et à mesure et je prends le temps de faire des allers-retours entre les deux. Et j'ai mon carnet et j'annote plein de trucs. Parce que par exemple, quand je me dis au niveau de cet engagement, j'ai eu des déceptions à tel endroit, je commence à me noter que ça serait bien que pour l'année prochaine, je fasse attention à pas... refaire les mêmes choses, genre en mode de... si là, par exemple, j'ai une idée de cadre de travail que je pourrais poser pour l'année prochaine, ça, je reviendrai dessus. Je vais me noter, faire attention à pas travailler plus de 6 heures gratuitement. Enfin, je me note comme ça plein d'idées qui passent à côté et sur lesquelles je reviendrai. Pour mon bilan économique, donc je fais le point sur mon chiffre d'affaires, je fais un point aussi sur mes dépenses. Et donc là, j'annote un peu en mode de où est-ce que passe le plus mon argent. Enfin, je prends le temps en gros d'aller voir mon suivi comptable, mes bénéfices,
donc la différence entre les deux. Ensuite, je fais le point sur mon nombre d'abonnés Instagram sur mes différents comptes, celui de Robin Chien, celui sur mes livres de lecture que j'alimente plus, mais dernièrement d'ailleurs j'ai eu envie de le réalimenter, mais aussi pour celui de Puppy Please avec la date, et je note un peu l'évolution aussi d'une année sur l'autre. Non, en fait, avant ça, je fais un autre truc, je fais un truc qui s'appelle Résumé 2024. En gros, je complète un peu le truc des déceptions et des coups de cœur. Je vais faire un résumé 2024. Là, juste, je vais lister tous les trucs. Des fois, je tire une ligne et je note tous les trucs que j'ai trouvé cool en 2024. Je sais pas, qui me reste en mémoire. Vous n'êtes pas censé rendre public ce truc-là, donc c'est vraiment vous avec vous-même. Quels sont, si on reprend un peu le vocabulaire de Marie Kondo, quels sont les trucs que quand vous y repensez, ça vous apporte de la joie. Voilà, je note tout ça, et là l'idée c'est vraiment de prendre le temps de voir tout ce qui a été cool ou qui a été un peu deep, pesant, mais qui a marqué. Ça peut être des événements ponctuels ou un peu des laps de temps. Enfin, je sais pas, moi je suis partie vivre à Paris un mois, c'était grave important pour moi. Voilà, enfin ça peut être des trucs comme ça. Et d'ailleurs, ça, c'est ce qui m'a servi à faire mes posts récap de l'année 2024 que j'ai posté, si vous voulez aller les voir sur mon Insta. Voilà, je me suis basée sur ce truc-là. Là, je rentre dans un truc vraiment plus détaillé. De vraiment comment ça se passe à l'intérieur de mon business, de mon activité d'artiste. Alors, j'ai dit business parce que, en l'occurrence, là, les points de focus que je vais avoir, ils sont grave inspirés du podcast de La Ligne Diagonale, qui est une personne qui fait un peu de l'entrepreneuriat de gauche. C'est grave intéressant, je vous le recommande. Mais j'ai un peu adapté ça avec le vocabulaire artistique, parce qu'en l'occurrence, elle va formuler ça en mode évalue tes offres, tes produits et tes services. En vrai, c'est pas le vocabulaire qu'on emploie en art, et du coup, je crois que je reformule où je fais un point sur mes projets, mes œuvres et bon, service, on peut l'utiliser. Déjà, je liste un peu quels sont tous mes projets. Ça peut être des choses que je vais retrouver dans mon book, mais pas que, parce qu'en fait, des fois, je fais un peu des trucs plus en mode prestation de service, ou par exemple, tout ce que je fais sur Instagram, j'ai l'impression que je le considère pas comme quelque chose que je pourrais mettre dans mon book, alors que c'est des trucs, par exemple les réels que j'avais sortis au début de l'année. Je fais un point un peu sur, je regarde sur chaque projet dans quel état il est, si c'est un projet sur lequel il faut que je travaille, si c'est un projet que je suis en mesure de présenter et que je suis fière et que j'aime bien, ou c'est aussi un moment où je prends un peu des décisions en mode ok, bon, ça, ce projet, je crois qu'il est terminé, j'ai plus envie de le faire, j'ai envie de passer à autre chose. Donc je prends vraiment le temps de voir qu'est-ce que j'ai envie de faire de chaque projet. Je fais aussi un point sur est-ce que ces projets ont été rémunérateurs, est-ce qu'ils m'ont assez rapporté d'argent. Et par rapport à ce truc d'état, je fais un peu une distinction entre est-ce que le travail il est encore à fournir, c'est-à-dire qu'il y a des projets sur lesquels je travaille mais qui sont pas encore en état d'être montrés. Il y a des projets sur lesquels je travaille plus, mais en fait si on me demande je peux les montrer. Donc voilà, j'ai une connue que j'appelle état de monstration et une état de travail. Mais en gros, j'essaye de me poser la question de comment les gens peuvent accéder à ce type de projet. Par exemple, mes performances, c'est souvent via des écoles d'art. Sinon, les ateliers d'autodéfense administrative, ça va être via des structures. Les films de Puppy Please, c'est via Pink Label TV. Par exemple, j'ai un film auquel je réfléchis, dont je vous avais parlé là, le truc sur la dick pic. Ça, c'est un financement. Enfin, en gros, il faut que je trouve des financements. Voilà, je me pose des questions. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas? Et au fur et à mesure, je prends des notes pour la suite.
Ensuite, je fais un point sur mes partenaires et mes diffuseurs. Je prends le temps d'analyser qui sont les gens avec qui je travaille, qui sont les gens qui me contactent régulièrement, pourquoi est-ce que c'est ce type de personnes qui me contactent et quelles sont les personnes avec qui j'ai préféré travailler, quelles sont les personnes avec qui j'ai pas aimé travailler, pourquoi. Et je me pose la question, je regarde aussi qu'est-ce que les gens m'ont le plus demandé, pourquoi est-ce que c'est ce qu'ils me demandent le plus, est-ce que les gens me rappellent et est-ce que les relations continuent, est-ce que en gros c'est juste un one shot et après les gens me rappellent pas, ou est-ce qu'il y a une forme de fidélisation, genre en gros les gens ont aimé travailler avec moi et du coup ça continue. Après, c'est un truc qui se passe pas trop dans l'art contemporain, j'ai l'impression qu'il y a toujours, c'est un peu toujours des one-shots, mais quand même il y a des relations, vous sentez si potentiellement vous sentez que vous êtes en train de tisser un lien, et voilà, je prends le temps de regarder ça. Et je me pose la question aussi de est-ce que travailler avec ces personnes, je me suis sentie à ma place, je me suis sentie bien, est-ce que je me suis sentie valorisée. Donc voilà pour le point partenaire et diffuseur. Ensuite, je fais un point sur mes processus de travail et mon organisation personnelle. J'essaye de voir si mon organisation quotidienne, est-ce qu'elle me convient, est-ce que je me sens bien dedans, est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut que j'ajuste, comment est-ce que je me suis sentie, est-ce que je me suis sentie stressée tout le temps, qu'est-ce qu'il faut que j'ajuste. Je me pose la question de est-ce que j'ai pris assez de vacances, assez de jours off, est-ce que j'ai été satisfaite de ça. Donc encore une fois, ça c'est des trucs qui viennent de la ligne diagonale. Et voilà, j'essaye de voir comment je me suis sentie avec mon organisation. Ensuite, je fais un point sur mes outils de communication et de marketing, c'est-à-dire donc marketing, comment est-ce que je vends les choses. J'essaye de réfléchir à comment les gens accèdent à mon travail ou comment j'arrive à le financer, parce qu'en vrai, souvent c'est des formes plus de financement en mode on répond à des appels à projets, mais pas que. Donc je me pose des questions sur mes outils je fais le point sur mon book, sur mon site, sur mon Instagram, sur ma newsletter. J'essaye de voir au niveau du rythme, au niveau de... Est-ce que tout ça me convient? Que les gens réagissent à ce que je leur envoie? Est-ce que des fois on me dit « Ah oui, j'ai connu ton travail de telle façon ?» En tout cas, j'essaye de savoir comment les gens ont entendu parler de mon travail. Et d'ailleurs, dans cette phase de bilan, faut pas hésiter à demander aussi aux gens comment est-ce qu'ils ont... à demander des feedbacks, comment ça s'est passé pour les gens quand ils ont travaillé avec vous. Ensuite, j'essaye de voir si je me sens bien dans mes manières de communiquer, si j'ai l'impression que c'est la bonne façon de faire. Est-ce que j'ai l'impression que on parlait, en ce moment-là, comme tout le monde est en train de dire qu'on va quitter Meta, de vérifier justement que j'ai pas tous mes œufs dans le même panier, que j'essaye bien de faire des contenus accessibles sur différentes plateformes, des contenus court terme et long terme. J'essaye de faire le point sur ma stratégie. Ensuite, je fais un point sur mes retours. Ça, j'ai une petite... Je sais plus où j'avais entendu parler de ça, mais j'ai une page, en l'occurrence sur mon Canva, où à chaque fois que j'ai des retours positifs ou négatifs d'ailleurs. Quand j'ai des retours positifs, je les mets sur une page que j'ai appelée le mur de la fame, où en gros à chaque fois que j'ai des commentaires positifs, je viens les mettre dans ce truc-là. C'est ce moment-là du bilan, je viens revoir un peu ce mur de la fame et voir si j'ai eu... quels ont été les retours? Est-ce que les retours me parlent? Est-ce qu'ils sont alignés avec ce que j'ai envie? Si par exemple les gens ils me faisaient des retours positifs sur des trucs qui m'intéressent pas dans mon travail, je sais pas, j'essaye de prendre note de est-ce que je suis au bon endroit.
Par exemple, il y avait un moment où tout le monde me sauçait grave sur tous les conseils que je donnais sur l'administratif des artistes-auteurs, et je crois que j'étais un peu fatiguée de ça et j'avais envie de reprendre mieux ma casquette d'artiste. Donc même si c'était des retours positifs, ils me laissaient un peu un goût... je sais pas, j'avais pas envie d'être juste ça. Et voilà, typiquement, c'est le genre de truc que je peux prendre en note et le garder à l'esprit pour quand je fais mon prévisionnel. Voilà pour cette partie. Il y a quand même un dernier point, c'est que je fais le point sur mes objectifs de l'année passée. Donc en gros, je viens voir la partie qu'on va faire en second et j'essaye de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, soit je mets un check si c'est fait, soit je mets, si ça s'est un peu passé mais pas vraiment jusqu'au bout, je mets un petit... attention à voir ou alors pas fait. En gros, j'essaie de faire le point sur mes objectifs. Si par exemple je les ai pas remplis, est-ce que j'ai envie de les garder pour l'année prochaine ou de les ajuster? Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à les remplir et du coup quelle stratégie il faut que j'adapte? Donc encore une fois, je prends des notes et voilà, j'essaie d'être un peu honnête avec moi et j'essaye de faire attention à pas être dans un truc de culpabilisation en mode t'as pas fait assez ci ou t'as pas... J'essaye de comprendre pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Est-ce que l'objectif était pas réaliste? Est-ce que j'en avais pas vraiment envie? Est-ce que la conjoncture actuelle fait que c'était pas possible d'aller jusqu'au bout? Voilà, j'essaye de prendre le temps de me poser sur tout ça. Et ensuite, je passe à une partie conclusion. Et donc là, j'ai des phrases que je remplis. 2024 a été l'année où j'ai nanani nanana, vous remplissez. Et donc là, d'ailleurs, je me limite toujours à 3 phrases. Qu'est-ce qui a marché en 2024? Nanani nanana, 3 points. Ce qui n'a pas marché cette année, 3 points. Ce que j'ai appris en 2024, 3 points. Comment ma vie a évolué en 2024, 3 points. Sensation 2024, donc là, je mets quelques mots. Ensuite, je mets j'ai envie d'emporter avec moi pour 2024, 3 mots. Et 3 mots que j'ai envie d'incarner en 2025. Voilà, donc là, on commence à partir vers le prévisionnel. Voilà pour cette première partie. Une fois que vous avez fait cette première étape qui peut se faire une première après-midi, ensuite vous faites ça une deuxième après-midi, de faire le prévisionnel, objectif et compagnie. Comme ça, vous avez le temps de laisser reposer les trucs, vous pouvez prendre le temps de relire vos notes et tout. Et on part sur le prévisionnel 2025. Donc, généralement, je commence par poser un thème de l'année. Et souvent, je le prends dans les 3 mots que j'avais envie d'incarner en 2025 de la conclusion du bilan. Par exemple, là, j'ai mis que pour le thème de l'année, ça allait être consolidation ou ancrage. Ensuite, je vais faire une liste d'objectifs avec 5 catégories différentes et dans un premier temps je vais remplir et lister toutes les choses qui me passent par la tête. Donc ces 5 catégories d'objectifs que j'ai, ça va être pro, apprentissage, argent, perso et bien-être. Mais voilà, par exemple, pour objectif pro, je vais lister toutes mes idées. Ça peut être du gros projet au petit projet. Voilà, je mets tout. Par exemple, j'ai réalisé le film Dick Pic, faire une thèse, ranger mon disque dur, refaire mon site, avoir une newsletter plus régulière pour sortir d'Instagram. Voilà, vraiment, je mets plein de choses. Continuer le scrapbooking, faire de la performance. Voilà. Ensuite, dans objectif d'apprentissage, par exemple, j'ai mis une formation de clown, une formation de comptabilité. Je mets plein de choses. Objectif d'argent. Avant, du coup, comme je vous disais, je faisais attention à faire des objectifs SMART. Je sais pas si vous voyez ce truc, c'est des objectifs qui doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. Enfin, qui ont une délimitation dans le temps. Mais je crois qu'en fait, j'ai l'impression que ça me réussissait pas. Parce que en fait ça me met trop la pression, j'ai l'impression que j'arrive pas du tout à évaluer le temps qu'il me faut pour remplir les objectifs. Du coup ça peut être pratique pour un peu formuler ce qu'on veut
et je pense que c'est un outil, là les objectifs SMART qui peuvent être utiles, mais franchement moi ça me transformait un peu en tortionnaire avec moi-même, en mode t'arrives jamais à atteindre tes objectifs. Après j'ai mes objectifs perso, l'idée c'est de faire tout sortir de votre tête. Ensuite j'ai objectifs de bien-être. Par exemple, j'ai mis faire attention à avoir au moins un week-end par mois à Marseille, de faire attention à faire du sport, vivre des aventures, prendre du temps seul. Voilà. Je liste tout. L'idée, c'est de se vider la tête. Et après ça, je prends le temps de faire le point sur toute cette liste et je n'en garde que 3 dans chaque catégorie. Il faut accepter que vous renoncez aux autres. Si par chance vous arrivez à les faire, tant mieux, mais en gros vous devez vous focus que sur les 3 que vous gardez. Parce que c'est censé être les objectifs les plus importants, les plus essentiels. Mais vous allez voir comment on les utilise, c'est un peu plus comme une boussole que comme vraiment un truc de faut absolument les atteindre. Ensuite, on passe à une partie qui est ultra importante dans mon organisation. Que ça, en vrai, ça fait 6 mois que je le fais et franchement, j'ai l'impression que ça m'a trop changé ma vie. C'est que je me fixe des priorités et finalement, c'est plus ça qui va guider mon organisation au quotidien que les objectifs. C'est comme si... je sais pas, en gros, si t'es en rando, t'as envie d'aller à tel endroit, mais les priorités, ça va être un peu les chaussures que tu chausses qui vont te permettre de faire des pas jour après jour. C'est la pire comparaison, je sais pas du tout si c'est vraiment clair. Mais ce système de priorité, c'est un truc qui vient du livre 18 minutes par jour pour être efficace, que j'ai lu cet été. Et l'idée, c'est qu'après tout ce bilan, c'est de vous poser la question de quelle est votre priorité dans la life. Et l'idée, c'est de garder 3 priorités pro et 2 priorités perso. Alors, par exemple, moi, mes priorités, la numéro 1, c'est de prendre du plaisir. La 2, c'est d'avoir une pratique artistique d'atelier. La 3e, c'est de développer des financements généreux et réguliers. Et après, j'ai mes 2 catégories perso. Donc il y en a une, c'est profiter de mes proches, amis, amour, famille. Et la dernière, c'est s'engager sainement. Voilà, donc ça c'est mes priorités. Donc là vous avez le travail en mode fini, mais pareil je fais un peu en mode brainstorming pour trouver ça, et je les ai sur ma petite fiche pour m'en rappeler tous les jours. Ensuite je prends le temps de formuler à partir de cette liste-là d'objectifs dans les différentes catégories, quels sont mes 3 objectifs principaux. Et donc là, encore une fois, vous voyez, l'idée c'est de réduire pour pas... Parce qu'en fait, on n'a pas le temps de tout faire, donc l'idée c'est de mettre de la hiérarchie entre les différents objectifs et de se concentrer sur l'essentiel. Et donc là, je vais utiliser une formule que j'utilise tout le temps et qui vient d'un livre qui s'appelait le manuel pour les fainéants ambitieux. C'est la technique de « je serai satisfaite si » et j'y réponds en 3 points. Et donc là, je me dis « je serai satisfaite en 2025 si » j'ai rempli mes 3 objectifs. En l'occurrence, créer un membership, création de contenu long terme, avoir un revenu stable ou qu'on ne sait pas quand. Mais en vrai, cette technique de « je serai satisfaite », je l'utilise tout le temps. C'est-à-dire que du coup, je la fais pour l'année, mais ensuite, du coup, je la fais... en fait, là, pour ma page objectif 2025, donc je me pose la question de je serai satisfaite en 2025 si j'ai, et je réponds en 3 points. Le semestre 1, pareil, je me pose la question de je serai satisfaite si j'ai, et je réponds en 3 points. En janvier, je serai satisfaite si j'ai, et je réponds en 3 points. Et sachant que tous les objectifs sont interconnectés entre eux. C'est-à-dire que ce que je veux faire au trimestre,
est une sous-catégorie de ce que je veux faire à l'année, et ce que je veux faire en janvier est une sous-catégorie de ce que je veux faire au trimestre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, ça me fait me rendre compte qu'il y a un peu une partie que je vous ai pas trop parlé, mais c'est qu'à un moment, je prends pour mes 3 objectifs principaux le temps de les décomposer comme ça. Qu'en gros, je note en haut l'objectif et j'essaye de me poser la question de quelles sont toutes les étapes pour atteindre l'objectif. En plus, ces derniers temps, je me suis dit qu'il fallait pas que je me mette de deadline à mes objectifs, que juste ils se finissent quand ils se finissent. L'idée, c'est plutôt de garder à l'esprit les priorités. Ensuite, je prends le temps de faire une catégorie où je pose des conditions ou un cadre de travail. Par exemple, j'ai mis produire moins, communiquer plus, arrêter le travail gratuit, travailler 30 heures par semaine, prendre des vacances toutes les 6-8 semaines, limiter le bénévolat à 6 heures par semaine, considérer les appels à projets comme des notifications, des spams, toujours vérifier que ça rentre bien dans mes priorités. Si c'est pas un grand oui, c'est non. Voilà, je liste un peu toutes mes idées de conditions, ça peut être des horaires de travail, ce que vous voulez. Et encore une fois, je vais en garder que 3 qui vont être mes conditions les plus importantes. J'ai l'impression que c'est trop compliqué, que vous n'allez pas arriver à suivre. J'ai l'impression peut-être que vous vous rendez compte que je suis un peu je suis too much dans mon bilan. En vrai, là, on arrive à la fin. Normalement, vous devez avoir une espèce de direction qui est du coup quels sont vos objectifs. Je serai satisfaite si pour l'année 2024, mais en essayant de se dire... Enfin, il y a un moment où je m'étais même dit, t'as qu'à doubler ton temps en mode je serai satisfaite pour l'année 2025-2026. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut pas trop se prendre la tête avec les deadlines parce que l'important, c'est le chemin. Et je trouve que ce système avec les priorités, ça aide à profiter plutôt du chemin. Et du coup, c'est à ce moment-là, une fois que j'ai fait tout ça, que je me fais ma fiche récap avec les priorités que j'ai choisies, les conditions que je garde et en dernier, mes petits objectifs. À ce moment-là, je prends le temps de faire un vision board. Je l'ai fait en papier en mode scrapbook et j'essaye de mettre des trucs qui représentent un peu ce que j'ai envie. Donc on y retrouve un peu des objectifs, un peu de mes priorités, mais aussi un truc un peu de vibe et d'énergie. Et du coup, j'étais contente de le faire en mode scrapbook pour cette fois. Et d'ailleurs, une fois que je l'ai fait, il y avait des moments où je me disais finalement ça, j'aime pas trop ça. Enfin, je suis un peu revenue dessus pendant toute la période où je prenais des vacances pendant la période de Noël. Dernier point sur comment on utilise le fonctionnement des priorités, c'est qu'en gros, moi après j'ai une espèce de to-do list infinie sur mon Notion, mais ça peut être sur votre carnet, où je note tout ce que j'ai à faire. Genre je le note parce que ça me stresse d'oublier des trucs, mais je note tout. Et en fait, tous les matins, je vais venir vérifier que chaque jour, je ne fais que des choses qui rentrent dans mes priorités. Ça agit comme un espèce de filtre. À chaque fois, je vais me poser la question de est-ce que ça rentre dans mes priorités ou pas. Et en fait, si ça ne rentre pas dans mes priorités, j'avoue, je le fais pas. Voilà, donc il y a des choses que j'ai pas le temps de faire, sauf si après il y a une dernière catégorie, c'est les 5%, genre il y a des trucs, c'est pas mes priorités, genre faire ma comptabilité, payer mon loyer ou quoi, mais ça doit pas prendre plus de temps que 5% de votre journée. Mais je sais pas si vous arrivez à visualiser le truc, mais c'est comme si mes priorités, elles filtraient ma to-do list et je ne fais que les choses qui restent dans mes priorités. En tout cas, si vous faites toutes ces étapes, vous vous posez la question de quelles sont vos priorités, quels sont vos objectifs, j'ai l'impression que ça va clarifier plein de choses. Et une fois que vous avez fait ça, l'idée c'est de laisser de côté et que ça devienne juste votre direction et que vous le remettiez pas en question parce que vous avez pris le temps de vraiment réfléchir à ce qui vous allait, ce qui vous allait pas. Et donc l'idée c'est d'évacuer la question quotidienne de tous les matins en mode qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que c'est
Enfin, essayez aussi un peu d'évacuer en mode en fait ça n'a pas de sens, je vais jamais y arriver. En gros, normalement, vous essayez de placer tous ces doutes quotidiens dans ce moment du bilan et après vous êtes en mode trust the process. Voilà. Coucou. N'oubliez pas que tout ça, c'est des techniques un peu d'auto-management de soi, voire limite un peu de développement personnel. Enfin, en tout cas, c'est des trucs que j'ai pioché dans toutes ces choses-là. Et donc, évidemment, ça a ses limites. En vrai, ça calme mon stress et ça me permet de prendre du recul sur mon activité. Et je pense que tout ça, c'est pas inutile. Hihi, petit coco. Mais voilà, enfin, en vrai, ça reste des trucs individuels. Et enfin, je sais pas, en fait, c'est que peut-être, c'est juste 10% de ce qui va avoir un impact. Franchement, c'est des statistiques personnelles, ça n'a aucune valeur autre que mes suppositions, ces pourcentages. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça me permet de prendre du recul sur mon activité, de savoir un peu... d'arriver à mieux prendre des décisions quand je dois en prendre. Mais c'est pas du tout un truc magique. En vrai, le meilleur moyen de remplir ses objectifs est d'avoir des parents riches ou de bénéficier de n'importe quel privilège qu'il existe dans notre société, de ne pas faire partie d'une minorité de genre ou d'une minorité raciale. Voilà, enfin, vous voyez à peu près l'idée. Donc, c'est évidemment des choses qu'il faut prendre avec des pincettes. Et ensuite, je voulais m'assurer qu'il était bien clair que pour tout le monde que l'objectif numéro 1 de tous les artistes est évidemment le fait d'œuvrer pour l'instauration de la continuité de revenus pour les artistes-auteurs. Et cela peut se traduire par des habitudes telles que d'en parler autour de vous renseigner sur comment ça fonctionne, d'adhérer à un syndicat. Pour les artistes-auteurs, vous avez le STA, le SNAP, qui œuvrent pour la continuité de revenus. Vous pouvez regarder aussi du côté de la BUZ, qui explique tout ça, ou rejoindre n'importe quelle auto-organisation de travailleurs, comme il existe Travailleuses de l'Art 13 en PACA, Graal en Occitanie et j'en passe. Je pense aussi en dernier objectif que vous pouvez aussi vous fixer de vous abonner à ma newsletter, de continuer à suivre mon actualité parce que je crois que j'essaye de raconter des petites choses qui vous intéressent et évidemment c'est très encourageant pour moi. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé. Moi, si ça vous a inspiré, si vous avez trouvé ça too much, sachant que vous n'êtes pas obligé de tout garder, hein, vous pouvez prendre juste quelques trucs qui vous intéressent. Est-ce que vous avez aussi l'habitude de faire vos bilans? Est-ce que c'est un truc qui vous stresse ou est-ce que au contraire vous kiffez faire ça? Moi j'ai l'impression que ça me met dans un état... En fait, ça m'a pas fait trop ça cette année, j'avoue, ça m'a mis un peu dans un truc un peu deep, où ça m'a stressé un peu. J'ai l'impression que ça m'a fait me rendre compte que l'année passée était grave cool et que j'avais peur que ça soit pas aussi bien l'année suivante. Mais une fois que c'était fini, j'ai l'impression qu'il y a un élan qui... Enfin, ça m'a grave donné de la motivation, même si c'était dur pendant un moment où j'ai l'impression que ça m'a fait me poser plein de questions, plein de doutes. C'était comme si c'était cadré pendant cette période de bilan. Donc voilà, donc si vous l'avez fait aussi, si ça vous donne envie de le faire, n'hésitez pas à me raconter, j'ai trop envie de savoir comment ça se passe pour vous. Et on se retrouve à la prochaine pause café.